Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Morgane Boucher, qui est directrice juridique France chez Bureau Veritas. Morgane, comment vas-tu ? Très bien, et toi Audrey ? Eh ben, je suis ravie de te recevoir. Donc, merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Morgane Boucher, j'ai 39 ans. Comme tu viens de le dire, je suis la directrice juridique pour la France de Bureau Veritas et j'ai fait un parcours classique de droit à l'université de Nancy. Et ensuite, j'ai passé le barreau. J'ai fait mon école à Strasbourg, école qui s'appelle l'ERAGE. Et ensuite, j'ai commencé, je dirais, ma carrière comme avocat à Paris, dans plusieurs cabinets d'affaires. Et puis l'année dernière, j'ai entamé un petit virage et j'ai rejoint l'entreprise. J'ai quitté la robe, comme on dit, et j'ai rejoint l'entreprise pour mon plus grand bonheur. Super, tu viens répondre déjà à une de mes questions, mais on y reviendra après. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait du droit à la base ? Pourquoi tu as choisi ces études ? Je crois que j'ai fait du droit par élimination. Comme beaucoup de gens. J'étais pas assez scientifique et pas assez littéraire. Et c'est vrai que les études de droit se prêtaient assez à cet entre-deux que je ne savais pas bien définir. Et c'est assez paradoxal puisque je crois que le droit, c'est un peu la seule matière qu'on ne voit pas au lycée. Donc on saute un peu dans l'inconnu quand on arrive à la fac de droit. Et j'ai adoré ces études. Oui. J'ai pas adoré toutes les années, mais dans la globalité, j'ai adoré ces études. Oui, a priori, du coup, t'as continué, t'as persévéré et au fur et à mesure, t'as apprécié tout ce qu'on étudie. Ok, et alors comment tu t'es retrouvée à faire du contentieux ? Parce que c'est ta matière principale à la base. Oui, c'est ma matière principale. Je pense un peu par hasard, au gré des stages. Mon stage PPI dans un laboratoire pharmaceutique m'a amené à aller vers un cabinet qui faisait du droit de la santé. D'accord. En contentieux. À 2 pas d'ici d'ailleurs, rue d'Astorg. Oui. Et puis c'est comme ça que j'ai été, j'allais dire, embauchée pour faire du contentieux. D'accord. Avec toujours une part, j'allais dire, de conseil, mais c'était vraiment mon travail au début, parcourir la France, aller de tribunaux en tribunaux, d'expertise en expertise. Et c'était très formateur. Et je ne regrette pas du tout d'avoir pris, j'allais dire, cette orientation-là en début de ma carrière. Qu'est-ce qui t'a plu justement, le fait d'aller voyager, comme tu dis, dans toute la France, que on oublie que on va dans tous les tribunaux, en région, partout. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette matière très spécifique et contentieux où tu plaides Tu plaides, tu négocies, tu vois des magistrats, tu vois tes confrères que tu ne vois que très peu quand tu fais du conseil, tu rencontres des huissiers, tu traites avec un certain nombre, j'allais dire, de membres de la famille judiciaire qui font que tu as une image assez complète des métiers et des stratégies aussi, puisque c'est assez intéressant de toucher à toutes les facettes d'un dossier. Et puis surtout, c'est hyper concret. C'est-à-dire qu'on te donne un dossier et 1 an et demi après, 1 an et demi dans le meilleur des cas, il y a 10 ans, je pense qu'on serait plutôt à 2 ans et demi maintenant, tu as une décision, une satisfaction ou une déception, mais en tout cas, c'est très concret comme matière. Oui, tu gagnes ou tu perds. Tu gagnes ou tu perds. Tu peux gagner la première fois et perdre après en appel, mais c'est vraiment assez c'est assez concret, c'est assez vivant. Et puis il y a le petit côté, je pensais à l'IMACBIL où on se dit on va plaider partout. Alors c'est pas forcément des tribunaux, ça peut être des petits tribunaux de province, mais moi je viens de là-bas, donc j'ai adoré parcourir la France. D'accord. Tu parles d'IMACBIL, forcément, je pense à cette danse. À cette fameuse danse, voilà, mais oui. Sûr. Donc, peut-être que tu faisais tout aussi avec tes collaborateurs, du coup, cette danse, l'histoire ne nous le dit pas. Ok. Et selon toi, pardon, j'ai encore l'image de l'IMACBIL dans la tête. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être avocate, et spécifiquement pour être avocate ou avocat en contentieux ? Je dirais qu'il faut pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, parce que une bonne résistance. les trains partent tôt le matin pour aller plaider en province, mais blague à part, je pense qu'il faut pas spécialement plus de qualité que dans les autres métiers. Il faut être patient, c'est sûr, il faut être réactif, c'est sûr, mais je crois qu'il y a plein de professions qui ont cette exigence-là. Et la profession d'avocat, qui n'est pas une profession, je pense, de confort, partage ce travers
d'être très exigeante pour les corps et les esprits. Et spécifiquement en contentieux? Du coup, en contentieux, je sais pas. Je pense qu'il y a des très bons avocats de contentieux qui sont des mauvais plaideurs. Il y a des très bons plaideurs qui sont des mauvais avocats. Donc je pense qu'il n'y a pas de règles particulières. Je pense qu'il faut être, j'allais dire adaptable, faut être souple, faut être conscient des enjeux. Mais encore une fois, je pense que ça se partage avec beaucoup d'autres professions. Et comment on apprend à bien plaider? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Déjà, l'exercice de plaidoirie, moi, je faisais du droit civil, donc l'exercice de plaidoirie est, je vais dire, très réduit aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il sera dans le futur amené à être encore plus réduit. Je ne sais pas comment on plaide bien. Je pense on a bien travaillé son dossier. C'est un premier point. Je pense que la bonne plaidoirie, c'est pas forcément, en tout cas au civil, le contentieux que je connais, c'est pas forcément la plaidoirie éloquente. C'est la plaidoirie juridique, technique, qui retient l'attention du juge, qui voit beaucoup de dossiers dans la journée, qui lit beaucoup de conclusions et qui a besoin d'être capté sur des points très précis qui peuvent faire basculer, j'allais dire, sa décision. Je crois que la bonne plaidoirie, c'est la plaidoirie efficace. Ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ce petit virage. Alors, certains peuvent dire que c'est quand même un gros virage de passer côté entreprise. Donc, tu as rejoint Bureau Veritas. Peut-être nous expliquer ce que c'est Bureau Veritas si tu as des gens qui connaissent pas l'activité. Alors, Bureau Veritas, c'est une entreprise française qui a plusieurs métiers, beaucoup de métiers, de l'inspection, de la certification, du contrôle technique construction, et qui opère partout dans le monde et notamment en France, qui a 80 000 salariés dans le monde et environ 8 000 en France. Donc c'est énorme, une très belle entreprise. Ok. Et donc tu es devenue directrice juridique France. Comment et pourquoi tu as fait ce choix de passer côté entreprise? Ça fait comment? C'était mûrement réfléchi. Ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. J'avais envie de voir autre chose. Je m'ennuyais un peu dans mon métier d'avocat. J'ai pourtant été dans des très beaux cabinets et le dernier dans lequel j'ai exercé était vraiment l'endroit idéal pour exercer et pour s'épanouir. Pour autant, c'était au-delà de ça, mon envie de voir autre chose. J'avais l'impression que j'étais utilisée en tant qu'avocat à 10% de ce que je savais faire et de ce que je pouvais faire. Donc il fallait que je teste, il fallait que j'aille tester cette intuition en entreprise. Ok. Donc c'était vraiment tu t'es dit, il faut que j'aille tester ce qui se passe de l'autre côté. Oui, il faut que j'aille tester, faut que j'aille voir si mon sentiment est vrai, il faut voir si ça me plaît plus. On a la faculté quand on est avocat de pouvoir revenir. C'est vrai que c'est une sécurité, en tout cas D'ailleurs, c'est la principale question qu'on nous pose quand on quitte la profession, c'est mais tu peux revenir. Comme si on ne pouvait jamais trop la quitter et que c'était forcément une passade temporaire. Mais voilà, je ne regrette pas aujourd'hui, mais je crois qu'on y reviendra. Et alors, quand tu es arrivée là en entreprise, donc là avec une nouvelle casquette, directrice juridique France, avec une équipe, je crois que c'est important aussi, tu pourras nous dire. Quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Alors, je sais pas si c'est difficile, mais en tout cas, ce qui était nouveau, contrairement au cabinet d'avocats où on fait tous à peu près le même métier, à part évidemment des fonctions support qui nous aident dans notre quotidien. Là, je deviens une fonction support en entreprise. Il faut accepter déjà d'être oui, après c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. On est placé un peu différemment dans j'allais dire dans l'échiquier de l'entreprise. Je pense que la première chose, sans que ce soit une difficulté, ça a été de comprendre les métiers. Comprendre les métiers de l'entreprise, spécifiquement les métiers de l'activité opérationnelle. Et ça, c'est un temps assez long pour savoir quelle est l'organisation de l'entreprise, qui fait quoi, ce que font exactement ce que vendent nos équipes et nos commerciaux. Ça, c'est le plus grand challenge quand on arrive. Au-delà de l'aspect organisationnel, qui est qui? Parce que dans une entreprise comme ça, il y a un organigramme à comprendre assez rapidement et qui est assez dense. Et alors, comment t'as fait? T'as été voir tout le monde, t'as été les accompagner, t'as fait des réunions? Alors, c'est très organisé en entreprise quand on arrive à ce genre de fonction. On a des inductions, ce qu'on appelle des one-to-one, avec un certain nombre de personnes clés à des postes équivalents. Mes homologues au RH, mes homologues à la finance. Et donc ça, c'est très intéressant. Pour autant, je trouve que c'est un peu tôt quand on les rencontre, puisque ils nous donnent beaucoup d'informations qu'on n'est pas encore capable de comprendre. Mais ça se fait très naturellement. On apprend en marchant.
Et puis, je pense qu'il faut s'intéresser. Je pense que c'est la clé de la compréhension et du bon travail qu'on peut faire derrière. Et donc, c'était tout ce qui était nouveau, donc la nouvelle structure, les nouvelles personnes, une équipe aussi à reprendre. Oui, une équipe à reprendre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un tuilage, comme on dit, de quelques mois avec la directrice juridique qui occupait ses fonctions depuis un certain temps. C'est un luxe, un luxe indispensable. En tout cas, moi, je l'ai trouvé indispensable, nécessaire pour avoir une certaine fluidité de la transition et puis me permettre justement de prendre ce temps pour comprendre avant de délivrer. C'est essentiel. Ok. Et ton équipe, tu peux nous en parler un petit peu? Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? Il y a une 30aine de personnes. D'accord. Qui sont réparties et au siège et dans des agences qu'on appelle des pôles d'excellence chez nous, qui sont en Île-de-France, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Aix, à Toulouse, à Bordeaux et à Nantes. D'accord. Et qui sont pluridisciplinaires. Il y a des juristes, des risk managers, des chargés d'affaires contentieux et des assistantes. D'accord. Tu as combien de personnes en direct pour tout le monde est en en râteau. Donc là, tu arrives dans une nouvelle structure, donc entreprise, avec une équipe déjà existante, avec tout le monde en râteau avec toi. Gros challenge. Oui, gros challenge. Et en même temps, c'est des gens, c'est une équipe qui connaît parfaitement son métier, qui est déjà rassurant, parfaitement organisée, qui est hyper compétente. Et ça, j'allais dire qu'ils en savent plus que moi sur leur métier, sur leurs compétences propres. Donc, je suis en pleine confiance, je dirais, sur leur travail. Et je crois que le rôle du manager, c'est pas tant de rentrer dans la granularité de ce qu'ils délivrent ou de ce qu'ils font. Et ça, c'est très intéressant comme rôle. Justement, quelles sont tes missions, toi, au quotidien, en tant que directrice juridique France de Bureau Veritas? Tu fais quoi? Donc, manager ton équipe, déjà? Manager l'équipe. On a un certain nombre de sujets contentieux. Il y a une grosse activité contentieuse du fait de notre travail, de notre métier. D'accord. Et puis, on gère les aspects contractuels énormément, les aspects compliance. Et puis, peut-être aussi un peu toutes les questions qui ne relèvent d'aucun autre service. Ça tombe chez toi, du coup. Ça tombe souvent chez nous. Mais c'est très varié. D'accord. Ça demande une gymnastique intellectuelle importante. Je dis souvent à ceux qui me demandent mon bilan 1 an après avoir quitté la profession, je crois qu'on travaille plus en entreprise. C'est ce que souvent les avocats disent pour le coup. Et puis on change de sujet toutes les demi-heures. Ça c'est assez épuisant pour les esprits. Mais pour autant, je crois que le niveau de stress qu'on peut avoir quand on est avocat et quand on est directeur juridique est assez différent. Quand on est avocat, moi je me réveillais la nuit pour savoir si j'avais pas pété un délai d'appel, si j'avais bien adressé ses conclusions, si j'avais bien répondu à un mail d'un client dans les 48 heures, parce que c'est les chartes qu'on nous demande de suivre, parce que j'avais une audience le lendemain, il fallait que je me lève tôt et que j'avais voilà, c'est un stress permanent, une sollicitation permanente. Et je crois que cette sollicitation permanente et cette disponibilité permanente de l'avocat induit un niveau de stress qui est colossal en permanence. Voilà. Donc après, je veux dire, les postes à responsabilité que j'occupe sont stressants aussi, mais je crois que ce n'est pas la même nature et niveau de stress. D'accord. En tout cas, on travaille plus en entreprise. On me rit souvent au nez quand je dis ça, quand je dis ça à des avocats, quand je dis ça à des reconvertis, je ne sais pas comment les appeler, mais ils savent et ils disent mais oui, évidemment, tout le monde sait ça, mais c'est ça étonne beaucoup, surtout quand on connaît les volumes horaires qu'on peut faire dans certains cabinets. Mais c'est la réalité. Ouais, le retour d'expérience des avocats que je place chez mes clients en entreprise, la plupart du temps, on va revenir, a priori, on sent que tu es contente, donc j'ai déjà un peu ma réponse, mais la plupart, en tout cas, même quasiment tous, sont contents en fait, d'être placés dans cette entreprise. Et en effet, ils disent tous, on travaille plus en entreprise, c'est encore plus passionnant. Oui. Et puis, en tout cas, le retour de ceux qui sont contents me racontent, en tout cas. Et surtout, il y a plus de visibilité par rapport à sa vie aussi. Et du coup, parce qu'on a un seul client, enfin, on a plein de clients internes, mais en tout cas, c'est une manière différente d'exercer le droit. Exactement. C'est très différent, c'est exaltant. On découvre plein de choses. Et c'est vraiment un sentiment d'utilité assez fort. D'accord. Et justement, là, on parlait des difficultés, alors plutôt ce qui était nouveau pour toi, donc ce que tu as mis en avant. Qu'est-ce qui a été au contraire peut-être plus facile ou naturel pour toi, s'il y a eu des choses? Oui, je pense qu'il y a des. Quand on est avocat, on
on a l'impression qu'on ne sait faire que ça. C'est souvent la réponse qu'on me faisait quand j'annonçais que j'allais partir, c'est moi je ne pourrais pas, je ne sais faire que ça. Alors que au contraire, quand on est avocat, on est chef de projet, on est déjà manager, on est négociateur, on est plein de choses. Et je pense que ces compétences acquises, sans le savoir, sont bénéfiques à la première minute où on arrive en entreprise. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre en œuvre toute cette expérience acquise, sans pouvoir, encore une fois, mettre tellement un mot dessus, pour être efficace. Une capacité, je pense, de délivrer le travail qui est importante, de réactivité. J'allais dire toute notre éducation en tant qu'avocat, de rapidité, de disponibilité, elle est au service d'un client unique et donc c'est, j'allais dire, très efficace dès le début. Ok. Alors, tu as déjà en effet répondu un petit peu par bribes précédemment, mais 1 an, parce que tu as fêté tes 1 an il y a 1 mois à peu près. C'était mon anniversaire. Bon anniversaire. Du coup, 1 an après ce passage cabinet-entreprise, voilà, c'est comment? Enfin, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On peut dire que la période de fiançailles est terminée, donc là, ça fait 1 an. Officiel. C'est officiel. Je ne regrette pas une seule seconde. Oui. Je suis heureuse d'avoir fait ce move, comme on dit. J'ai encore plein de choses à apprendre et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que en fait l'histoire ne fait que commencer et que je suis impatiente de découvrir encore la suite et je ne cesse d'apprendre chaque jour et c'est vraiment j'allais dire agréable aussi de se rendre compte qu'on a fait des bons choix. En effet, c'est quand même encore mieux et j'espère que ça va donner envie à beaucoup d'avocats de passer. J'espère aussi. Pour la petite anecdote en fait sur cette notion d'apprentissage, j'ai interviewé juste avant en fait François Guéant qui gère la direction juridique de la Coupe du Monde de rugby. Oui. Et on a beaucoup parlé d'apprentissage justement. Il disait que lui, je vous encourage à écouter le podcast bien évidemment, mais je ne vais pas tout dire. Mais en tout cas, il a beaucoup travaillé en mode mission et justement, il est très à fond sur trouver des missions qui permettent de continuer à apprendre, de s'amuser pour le coup. Ouais. Ce que tu sembles vivre, alors amuser dans le bon sens du terme évidemment, toujours s'amuser à apprendre. Et j'ai l'impression que vous rejoignez sur ça. Hein. Puis la découverte de nouveaux métiers, c'est assez, j'allais dire, moi je suis épatée chaque jour de la diversité des activités et des missions. Et je me dis que d'autres dans d'autres fonctions par ailleurs les DAF et les RH aussi apprennent de cette diversité incroyable et ça c'est très intéressant. Pour l'anecdote, parce qu'on en avait parlé un petit peu avant aussi, je crois que Bureau Veritas on contrôle du monde de rugby, c'est ça? On contrôle les poteaux. Et je pense que ça a une grande importance en effet. Absolument. Alors, donc, comme on l'a vu, tu as connu le cabinet et l'entreprise. Est-ce que, selon toi, on peut être entrepreneur dans les deux structures et est-ce qu'on doit l'être? Mais moi, je sais pas très bien ce que c'est un avocat entrepreneur. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours le profil de l'avocat qui crée sa structure, qui embauche des collaborateurs et qui devient, j'allais dire, son propre patron. Moi, j'ai l'impression que tous les avocats, ils sont entrepreneurs. L'avocat qui exerce seul depuis 30 ans, il est entrepreneur. Le collaborateur qui est dans un cabinet d'affaires depuis 15 ans, il est entrepreneur aussi. Et que l'entrepreneuriat, c'est inhérent à l'existence même de la profession d'avocat et qu'il y a 1000 façons de l'être. Et je crois que il n'y a pas plus de risque que d'être collaborateur dans un cabinet d'affaires que de monter une structure avec 3 copains. Voilà, j'ai du mal à comprendre souvent cette injonction aussi à créer forcément quelque chose pour être un entrepreneur. On l'est tous. En fait, vous aussi, toi aussi Audrey, t'es entrepreneuse. Dans notre travail quotidien, dans la manière dont on vit notre carrière, notre développement, je crois qu'on l'est tous, qu'on soit salariés ou libéraux. Et quand on est avocat, moi j'ai autant de respect pour le collaborateur qui passe 20 ans dans un cabinet que pour l'avocat en exercice individuel, que pour ceux qui créent leur structure. Voilà. Donc là, tu parlais du risque aussi. Il faut pas forcément prendre un risque ou au contraire, tu penses qu'on en prend au quotidien? Les collaborateurs de tous les cabinets, ils prennent un risque. Hein. Ils ont un contrat de collaboration. On peut leur dire au revoir du jour au lendemain avec 3 mois de préavis. Ils ont pas d'assurance chômage. Enfin, le risque, il est inhérent à cette activité. Donc alors je crois que le facteur risque que je comprends dans ce qu'on voudrait qu'un avocat entrepreneur soit, c'est la création de structures. Je sais pas si c'est plus risqué que les autres façons d'exercer. Et en tant que juriste en entreprise, maintenant que tu
ça fait 1 an et 1 mois que tu es passé côté entreprise. Est-ce que tu penses qu'on peut être entrepreneur, du coup, aussi en entreprise? Oui, je pense que si entrepreneur, c'est créer, être créatif, être imaginatif, oui, on peut l'être en entreprise. Si c'est pour l'entreprise ou c'est pour soi, je ne sais pas. Est-ce que c'est mener sa carrière? Est-ce que c'est avancer? Est-ce que c'est créer des fonctions, des nouvelles missions? Sans doute. On peut l'être partout, je crois, entrepreneur, si c'est simplement être créatif, avancer. Et puis aussi, on n'est pas obligé de toujours avancer. On peut aussi de temps en temps s'arrêter un petit peu. Je veux dire, s'arrêter, c'est pas forcément arrêter de travailler, mais trouver qu'en fait, on a atteint notre équilibre. Et c'est pas mal d'être dans sa zone de confort non plus aussi de temps en temps. Après, c'est ce qu'on fait au quotidien, ouais. De le faire bien. Oui. Il y a pas forcément une idée, j'allais dire, de progression. On peut se dire, ça y est, je suis là où je voulais être. Et puis peut-être que dans 2 ans, je voudrais être ailleurs, mais... Merci pour ce message. Du coup. T'as déjà répondu sur le fait d'être entrepreneur. Donc, on peut être entrepreneur partout, dans n'importe quelle fonction, à différentes échelles. Et le but, c'est de continuer à apprendre et d'être bien. Je pense. Voilà. Ça me va comme ça va. Est-ce que toi, que là, on a parlé aussi d'apprentissage, il y a des personnes qui t'inspirent, des choses qui t'inspirent, des mentors qui t'aident au quotidien, qui t'ont aidé par le passé? Je crois que mes amis m'inspirent beaucoup. Mes sœurs, mes 2 extraordinaires sœurs, qui elles sont des vrais entrepreneurs au sens de création. Et puis non, mes amis, la manière dont elles gèrent leur vie, leurs conseils, leur carrière, leurs doutes, nos conversations. Je pense que c'est hyper précieux d'être entouré de bienveillance, de compétences, d'intelligence, d'amitié. Ça me paraît fondamental. Je crois qu'on a des métiers parfois durs et que il nous faut ce cercle, j'allais dire, d'écoute et de bienveillance. Donc je dirais mes amis et mes sœurs, et puis certains avocats, parfois c'est les mêmes, les amis et les avocats, qui m'ont accompagnée dans ma carrière, qui m'ont vu grandir et évoluer. C'est important, je pense, d'avoir aussi des gens qui sont capables de nous dire c'est super ou tu fais une erreur. Après, c'est toujours compliqué. Généralement, quand on parle de mentor, quand on est avocat, on pense souvent à son patron. Et puis quand on a envie d'autre chose, c'est un peu difficile de dire à son patron, alors qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais je crois que c'est une profession assez paradoxale pour ça. Une certaine solitude souvent dans l'exercice de la profession, et pour autant une grande solidarité qui existe à plein de niveaux. Oui, il y a un côté un peu communauté, justement, d'entraide. Absolument. Même une ambiance aussi de beaucoup de cabinets. En tout cas, je le vois avec les personnes que je rencontre c'est vrai. Qui veulent passer côté entreprise, certains, parce que moi, je m'occupe que de l'entreprise côté fait légal, mais en tout cas, j'entends en tout cas beaucoup ce côté communauté, entraide. Ouais. Et à plusieurs niveaux, donc tu l'as dit pour les avocats de manière générale, mais je pense qu'il y a des cabinets qui sont très famille. Moi, je viens de chez Gide. C'est une famille, Gide. C'est une grande famille qui grandit. Et je l'ai intégrée, j'allais dire, plutôt tardivement. J'y suis pas restée très longtemps. J'y suis restée 3 ans et demi. Mais pour autant, il y a une vraie conscience d'appartenir à quelque chose. Et ça, c'est des grandes, j'allais dire, des grandes qualités de ces cabinets-là qui réussissent à créer cette cohésion. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un avocat en début de carrière? De se tromper. Que c'est ok de se tromper. On a plein d'idées sur ce qu'on veut faire quand on est jeune avocat. On veut faire du droit des affaires, faire du contentieux, faire du pénal, faire du conseil, faire du M&A. Et c'est pas grave, en fait, de pas aimer ça, de vouloir faire autre chose, de se tromper encore, d'essayer d'autres choses. On n'est pas la même personne quand on sort de l'école qu'à 30 ans, qu'à 35 ans. Enfin, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que on a le droit de se dire, en fait, je ne veux plus faire ça, je veux faire autre chose. Ce n'est pas fait pour moi. Je voulais être dans un grand cabinet, je me rends compte que je préfère être dans des structures un peu plus petites. C'est ok. Et je crois qu'il faut avoir vraiment conscience de ça, que c'est pas un tunnel, en fait. On a le droit de naviguer aussi entre différentes matières, différentes façons d'exercer. On a le droit de plus être avocat et de le redevenir, de plus être avocat et de pas redevenir avocat. C'est pas des échecs, en fait.
se changer de direction et c'est même d'ailleurs pas forcément se tromper. C'est juste que c'était peut-être le bon choix initialement, et puis l'évolution fait que c'est plus ce à quoi on aspire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, que c'est ok, c'est absolument ok de changer d'avis. Merci, c'est important de le dire. Donc merci pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir peur justement de se dire mince, je suis pas là où je dois être, et c'est pas grave en fait. Ouais. Est-ce que tu aurais aussi un conseil, un retour d'expérience, même si tout ce podcast est un retour d'expérience justement, mais pour un avocat qui souhaiterait passer côté entreprise et qui hésite encore, qu'est-ce que tu lui dis à cet avocat ? Allons boire un café. Très bien, vous avez entendu, donc Morgane est disponible pour tous ceux qui se posent la question. Je pense qu'il faut être accompagné. Oui. C'est important en fonction du moment où on le fait, de sa carrière d'avocat. Si on est un jeune avocat, ce sera pas les mêmes postes qui s'ouvriront que si on a 10 ans, 15 ans d'expérience. Et je pense qu'il faut être accompagné pour ne pas avoir des espoirs inconsidérés sur la manière dont ça peut se passer en entreprise ou les postes auxquels on peut prétendre. Je pense qu'il faut demander conseil à des gens qui ont déjà fait le move. Il faut s'entourer de tous les conseils positifs et négatifs, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas le retour d'expérience que j'ai et qui ont peut-être apprécié différemment, moins bien, qui sont revenus comme avocats. Mais je pense que c'est une étape qui doit être préparée, accompagnée. Et puis encore une fois, on a le droit de se tromper. C'est pas grave. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, Morgane ? Merci beaucoup, Audrey, de m'avoir permis de discuter de ces sujets-là à la date anniversaire de mon changement de cap, et j'espère qu'on se reverra dans un an. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Morgane, et merci à tous de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.